Bonjour Daniel Bokertov, on va d'abord revenir sur les circonstances donc de cette découverte hier en début d'après-midi du corps de Ran Gvili. Enfin, le dernier otage israélien encore détenu à Gaza, il y était encore hier, devenu véritable héros d'Israël. Il a en effet fallu plus de 843 jours pour que l'on puisse dire en Israël cette phrase que Binyamin Netanyahou a prononcée hier à la tribune de la Knesset après avoir récité la bénédiction de Shehechianu. Il n'y a plus d'otages israéliens à Gaza et ce pour la première fois depuis 2014. Hier matin, nous expliquions que des unités de l'aumônerie militaire israélienne et du corps des dentistes militaires exhumaient les corps enterrés dans le cimetière musulman du quartier de Sadjaïeh à l'est de la ville de Gaza, parce que c'est là, dans un carré spécifique, que selon les renseignements israéliens, le corps de Ran Gvili devait se trouver. Ces unités de Tsahal ont donc exhumé près de 250 corps de Palestiniens avant de pouvoir identifier sans équivoque le corps de Ran Gvili, héros du 7 octobre. Et l'annonce de la découverte du corps de Ran a provoqué une très puissante onde de choc en Israël et même dans l'ensemble évidemment du monde juif. On peut effectivement parler d'un immense soulagement pour tout un peuple. Dans les rues, les gens ont fait passer très rapidement l'information. Ils se sont congratulés. Beaucoup ont essuyé une larme très vite. Les vidéos montrant les soldats autour de la dépouille mortelle de Ran Gvili, enveloppée du drapeau israélien, ont circulé. Et puis on a appris que parmi ces soldats qui ont pris part à l'opération Cœur Vaillant pour retrouver le corps de Ran Gvili se trouvait un autre héros de cette guerre, le chanteur Idan Hamedi, qui appartient à une unité du génie militaire et qui, on s'en souvient, avait été grièvement blessé au combat dans la bande de Gaza. Le corps de Ran Gvili est actuellement à l'Institut médico-légal d'Abou Kabir pour identification complète. Les médecins de l'Institut médico-légal tentent essentiellement de recueillir des éléments qui puissent leur permettre de déterminer les circonstances de la mort de Ran le 7 octobre sur le site du festival Nova. Je vous rappelle que Ran Gvili était policier d'élite. Il a combattu avec bravoure le 7 octobre à l'entrée du kibbutz Aloumim et à lui seul a empêché les terroristes du Hamas de pénétrer dans le kibbutz. Il s'est ensuite rendu sur le site du festival où il a éliminé également de nombreux terroristes avant d'être tué à bout de munitions. Et puis hier soir, les parents de Ran Gvili, Talik et Itzik Gvili se sont exprimés devant les médias. Ils ont insisté sur le fait que l'attente de la découverte du corps de Rani avait provoqué un sentiment d'union nationale en Israël. Nous sommes fiers d'avoir vécu cela, en particulier après avoir compris que ce sont des soldats de Tsahal qui ont retrouvé Rani et qui l'ont sorti de cet endroit maudit de Gaza. Notre fierté est bien supérieure à notre douleur. Nous avons bouclé une boucle. Rani, héros d'Israël, est rentré à la maison et nous, ses parents, nous sommes les plus fiers parents au monde, a déclaré sa mère Talik. Édition largement consacrée à ce retour. Le président Donald Trump s'est félicité justement du rapatriement de Ran Gvili. Nous avons libéré les 20 otages vivants et tous les otages morts. Beaucoup pensaient que c'était impossible, a dit le président américain, mais les équipes ont effectué un travail formidable. Rappelons que dans son discours à la tribune de la Knesset hier, le Premier ministre a également remercié le président Trump pour son rôle, a-t-il dit, dans la libération des otages. Quant à Jared Kushner, il a déclaré « La découverte du corps de Ran Gvili marque la fin d'un des chapitres les plus sombres du conflit proche-oriental ». Et avec le retour au pays du corps de Ran, c'est officiellement la fin de la première phase du plan Trump, Daniel, et le passage à sa seconde étape. Et d'ores et déjà, on affirme à Washington que le président américain serait entièrement d'accord avec la déclaration faite hier par Binyamin Netanyahou à la tribune de la Knesset après l'annonce du retour de Ran. Une déclaration selon laquelle la reconstruction de la bande de Gaza ne débutera pas tant que le Hamas n'aura pas été totalement désarmé. Et sachez que la Knesset a voté hier en seconde et troisième lecture une loi importante qui concerne le statut des veuves et orphelins de guerre. Cette loi gouvernementale stipule que tout orphelin de plus de 21 ans, dont l'un des parents a été tué au combat ou a péri dans un attentat terroriste, pourra recevoir une allocation mensuelle de 3 500 shekels, soit un peu moins de 1 000 euros, jusqu'à son 30e anniversaire. Et ensuite, l'allocation passera à 2 000 shekels mensuels. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale de la Shoah, les allocations nationales publient des données sur les survivants justement de la Shoah qui vivent en Israël. Et on apprend, selon ces données, qu'il existe actuellement en Israël 110 000 survivants qui reçoivent des allocations mensuelles de la part de l'État. 28% de ces survivants sont âgés de plus de 90 ans. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gaël Grunewald. Gaël, bonjour, Bokertov.
Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale et qu'au sein de cette organisation, vous êtes également le président du département de l'éducation. Alors d'abord avec vous, je voudrais que l'on revienne sur les principales institutions du mouvement sioniste et en quoi l'Organisation sioniste mondiale est aujourd'hui dominante dans les institutions du mouvement sioniste. Effectivement, c'est un sujet un petit peu complexe. Il faut revenir au premier congrès sioniste mondial, lorsque Théodore Herzl, si vous voulez, le fondateur de l'État d'Israël, a créé le mouvement sioniste, qu'on appelle l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, mais il a eu l'intelligence et cette vision extraordinaire de créer également différentes organisations à la fin de créer l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il a créé le KKL afin d'acheter des terres pour la terre d'Israël, afin de pouvoir créer un État, en sachant, en disant de façon très naturelle, si nous n'avons pas de terre, nous ne pouvons pas créer un pays. Et deuxièmement, il a également créé la Banque Leumi, et plus tard, il a également créé ce qu'on appelle le Keren HaYesod, en disant que nous sommes obligés de demander aux Juifs à travers la diaspora de participer à la création de l'État d'Israël. Et donc, si vous voulez, ces organisations sont liées, sans rentrer dans les détails. L'Organisation sioniste mondiale, si vous voulez, est le père, et il a des enfants, il a des cousins, et entre autres, il a également l'Agence juive, qui a été créé beaucoup plus tard, en 1929. C'était une demande des Anglais en disant ils ont demandé la création d'une société supplémentaire afin de pouvoir effectivement diriger le mandat et plus tard, effectivement, être à l'origine de la création de l'État d'Israël. Et différentes organisations politiques sont présentes dans ces organisations. Moi-même, j'ai le plaisir de représenter le Mizrahi, qui était un des premiers partis politiques qui était présent lors des premiers congrès sionistes. Le Rav Reines, qui était à l'origine, qui a créé le Mizrahi, a demandé aux gens, justement, religieux, de participer et d'être présents au sein de cette organisation afin de pouvoir créer l'État d'Israël, je dirais, sous l'idéologie de la Torah et de la terre d'Israël. Alors, il est donc exact de dire que l'Organisation sioniste mondiale, c'est la représentation, c'est une représentation politique, c'est-à-dire qu'elle est calquée, on va dire, sur la carte politique de l'État d'Israël avec, on va dire, les mouvements idéologiques comme le Mizrahi, qui est à l'origine du parti national religieux, qui est ce qu'on a appelé le Mafdal aujourd'hui. C'est difficile de le reclasser aujourd'hui dans la classe politique israélienne. Mais en tout cas, c'est cela, hein, d'une certaine manière. Exactement. C'est exactement. Et d'ailleurs, c'est la seule plateforme qui existe où, si vous voulez, c'est une organisation qui est commune avec, d'un côté, les communautés, les Juifs qui vivent à travers la diaspora et également une représentation israélienne. C'est-à-dire qu'un tiers du mandat de l'Organisation sioniste mondiale est fondé et basé sur la Knesset et 2/3 est basé sur la représentation des différentes communautés à travers le monde. Alors, concrètement, quelle est l'action lorsque l'on règle les problèmes politiques, ce qui a pris quelques mois après le dernier congrès sioniste, et on ne va pas rentrer dans les détails avec nos auditeurs parce que je crois qu'ils vont rapidement nous perdre, ils vont rapidement se perdre eux-mêmes dans les méandres de la vie politique dans le mouvement sioniste. Je voudrais savoir quelle est l'action essentielle. Par exemple, votre département, département de l'éducation, quel est son rôle aujourd'hui ? J'ai effectivement le plaisir et le srout, le mérite d'être à la tête de ce département afin justement d'encourager l'éducation à travers le monde, c'est-à-dire qu'à travers les communautés, et je vais vous donner un exemple, dans le cadre de mon département, nous avons presque 280 shlichim morim, des émissaires qui sont présents dans les différentes écoles juives à travers le monde. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, nous avons presque 200 shlichim qui sont présents au sein des écoles, qui sont actifs auprès des étudiants par rapport au mouvement de jeunesse, par rapport aux Israéliens qui habitent là-bas, c'est-à-dire que ces mêmes shlichim-là qui ont comme première mission d'enseigner à travers l'école,
ils ont également des missions supplémentaires. Et l'idée générale, c'est effectivement de traduire l'idée sioniste à travers ces différentes communautés. Et ce qui est très important de signaler, c'est que ces shlichim nous sommes appelés par les communautés, par les écoles, c'est-à-dire que c'est les écoles juives à travers le monde qui nous appellent, qui nous demandent: Gaël, envoyez-nous des shlichim, nous avons besoin de shlichim, parce que nous sommes intéressés à enseigner l'hébreu, nous sommes intéressés à enseigner le Kodesh, nous sommes intéressés à avoir une présence israélienne. Pour vous donner un exemple, après le 7 octobre 1923, cette présence israélienne était très très importante. Nous avons des shlichim eux-mêmes qui étaient en milouim, qui étaient à l'armée, qui étaient à la guerre, et donc ils ont pu transmettre, pas seulement au niveau de l'école, mais au niveau de la communauté de façon générale, ce qui se passe, l'ambiance israélienne, qu'est-ce qui se passe au sein de la société israélienne, et tout ça se fait par le biais des shlichim. Et donc, si vous voulez, nous sommes très actifs au niveau de l'écolage, du système de l'école israélienne, et également des Talmudei Torah, et de tout ce qui représente l'éducation à travers le monde. Pour vous donner un exemple, la semaine prochaine, nous avons un grand séminaire de formation de professeurs au Mexique, c'est-à-dire que toutes les écoles juives du Mexique participent ensemble pour un séminaire de formation des professeurs locaux sur le Mexique, et à travers ces différentes activités, nous essayons de faire passer un message de judaïsme et un message de sionisme à travers les communautés. Et cette action, vous la menez également en France et dans les pays francophones ? Oui, nous la menons également en France. Je dois signaler que c'est beaucoup plus difficile en France. On a une certaine difficulté pour trouver des francophones. Et là, je me permets d'appeler nos auditeurs qui auraient des enfants qui seraient intéressés à prendre comme mission cette shlichut. Et s'il vous plaît, ceux qui sont intéressés à enseigner à travers le système écolage en France, adressez à nous. C'est le website, le site internet, c'est l'Organisation sioniste mondiale, l'éducation, le département de l'éducation. Donnez-nous vos coordonnées et nous vous rappellerons, parce qu'effectivement, nous sommes à la recherche de francophones, de professeurs professionnels qui seraient prêts à donner 2 ans, 3 ans de leur carrière afin justement de pouvoir éduquer et je dirais de continuer ce même message si important et à travers les écoles en France. Pourquoi vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi ces difficultés, pourquoi c'est si difficile de trouver parce que nos enfants, et ça c'est tout à leur honneur. D'abord, il y en a beaucoup qui ne parlent pas le français. Deuxièmement, ils sont pas très intéressés à retourner en France. Je dirais que l'ambiance générale en France n'est pas très sympathique et moins sympathique que d'autres communautés à travers le monde. Et donc, lorsqu'ils doivent prendre une décision, si c'est être en shaliach à Paris ou à Miami, alors je dois reconnaître qu'il y en a beaucoup qui préfèrent être à Miami, bien que la mission est la même. Mais effectivement, nous avons un problème pour recruter des francophones. Et c'est très important d'avoir des gens qui parlent français, qui possèdent la langue, afin de pouvoir s'intégrer à travers le système éducatif en France. Et donc, effectivement, je profite de cette interview pour appeler nos collègues et nos amis à prendre en considération cette shlichut. C'est également important pour le Bnei Akiva, c'est important pour le Mizrahi, c'est important pour les autres mouvements de jeunesse, c'est important pour la communauté. Et nous sommes d'ailleurs en contact avec les différentes organisations en France qui également eux-mêmes sont à la recherche, je dirais, de gens importants afin de pouvoir nous aider et je dirais faire un maximum pour faire passer le système, le message sioniste et d'Israël et de Torah à travers les communautés. Alors,
si je comprends bien, parmi les départements, il y a aussi d'autres départements. Vous en avez dirigé d'autres, par exemple comme le département de la Hittiachvut, on va dire du développement urbain dans la création de localités à travers le pays. Mais il y a aussi un département qui est lié à la Aliyah, n'est-ce pas? C'est-à-dire que comment on arrive à concilier les choses avec le travail fait par l'Agence juive au sein de l'Organisation sioniste mondiale? Donc il y a un travail commun avec l'Agence juive. Il y a également, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un département qui s'occupe d'Aliyah, qui s'occupe essentiellement de créer un système de ulpanim, c'est-à-dire de faciliter l'enseignement de l'hébreu. Vous avez également un autre département qui s'occupe du combat très important contre l'antisémitisme à travers le monde. Vous avez un autre département qui s'occupe de développer la langue de l'ivrite, de l'hébreu, afin d'essayer d'avoir un maximum de gens qui puissent apprendre la langue. Donc, si vous voulez, on parle d'éducation, on parle d'Hittiachvut, effectivement, d'Hittiachvut, c'est-à-dire de la création de villages, de yishuv, de kibbutzim, dans le nord, dans le sud et dans la Judée-Samarie. Vous avez un département qui s'occupe de développer la langue l'ivrite et également, comme je l'ai dit, un combat contre l'antisémitisme à tous les niveaux, où nous avons également un département qui s'occupe de mouvements de jeunesse et, comme je vous l'ai dit avant, notre département, mon département, dont j'ai la chance d'être à la présidence de ce même département, qui s'occupe d'éducation formelle à travers les écoles dans le monde entier. Eh bien, Gaël Grunewald, merci beaucoup de nous avoir permis, donc après le congressionniste, après, on va dire, les tensions sur le plan politique, de nous avoir permis de mieux comprendre, on va dire, l'action de l'Organisation sioniste mondiale en général, de votre département de l'éducation en particulier donc de votre appel que l'on a bien remarqué en faveur de jeunes francophones qui pourraient être tentés par une volonté d'être les émissaires, on va dire, et de faire passer un message à la fois juif et sioniste en France, dans les écoles juives et dans les différentes écoles juives en France, faire passer ce message de l'État d'Israël, de l'amour de l'État d'Israël, de l'amour du peuple d'Israël et de la Torah d'Israël aussi. Merci beaucoup, Gaël Grunewald, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation dans votre action et à bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Accueille à présent Daniel Rouache, président d'honneur de la Chambre de commerce Israël France. Bonjour Daniel. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez revenir, Daniel, sur cette petite déclaration de Donald Trump qui est presque passée inaperçue la semaine dernière. Le président américain qui s'est attribué le mérite de la création du dôme de fer en Israël. Alors Daniel, un antimissile israélien ou américain? En fait, c'est les deux et toute cette affaire est couverte par le secret absolu parce que l'entreprise qui est derrière, c'est Rafael. Les ingénieurs n'ont pas le droit de s'exprimer, personne n'a le droit de s'exprimer, même le ministre de la Défense israélien ne s'est pas exprimé. Donc, c'est un sujet qui a été mis automatiquement en marge pour éviter un conflit ouvert avec le président américain. Mais ce qui est certain, c'est qu'Israël a d'abord développé seul le dôme de fer après la guerre du Liban de 2006, avant d'être rejoint par les États-Unis en 2011, qui ont apporté leur savoir-faire en matière de défense et des milliards de dollars de soutien financier. Alors le véritable père du dôme de fer, c'est Danny Gold. Vous voyez, c'est un homme qui est très très grand, pas un cheveu sur la tête. Il est vraiment le père du dôme de fer. Quand il rentre quelque part dans une réunion publique, un silence complet. Il fait partie de ceux qui sont considérés comme les surdoués de l'État d'Israël. Il est titulaire de 2 doctorats de l'université de Tel Aviv. Il est général de brigade de réserve. Voilà ce qu'il dit, Danny Gold. À Tzahal, nous réfléchissons rapidement et nous utilisons des processus triangulaires impliquant un développement rapide, à faible coût et de haute qualité. Le développement d'un système de missiles comme le dôme de fer relève des mêmes mécanismes cognitif que l'art. Il met en œuvre l'activité des 2 côtés du cerveau simultanément. Dans la phase de conception, on invente le design. Le dôme de fer a été achevé en 3 ans, alors que la plupart des cycles de développement d'armes prennent de 15 à 20 ans. C'est ce qui rend absolument fou les industriels français qui n'en reviennent pas de la rapidité
de la mise en route de nouveaux systèmes de défense. Alors ce fameux Dor Gold, c'est une véritable star. Je l'ai rencontré à Tel Aviv lors d'une conférence. Il possède effectivement un charisme unique. J'ai enseigné comme visiting professeur durant 15 ans au Technion à Haïfa et j'ai eu l'occasion d'enseigner à des ingénieurs du Technion. Ils ont un profil très similaire à celui des étudiants de Polytechnique, avec un ingrédient supplémentaire, un culot, ce qu'on appelle, et tout le monde le sait sur Radio J, cette fameuse chutzpah israélienne, un culot légendaire, et savent travailler dans un climat d'extrême urgence. Rien ne les arrête. Alors, il faut dire que la technologie des missiles nécessite des efforts considérables en matière de recherche et de savoir-faire. C'est l'arme de dissuasion ultime, une arme tactique. Au départ, les États-Unis, la Russie, la Chine ont dominé ce domaine. Les Français ont toujours été très actifs. L'Inde, la Corée du Nord ont été également impliqués dans le développement d'antimissiles. À Davos, quand Donald Trump a déclaré, j'ai dit à Bibi d'arrêter de s'attribuer le crédit pour le dôme de fer, le mérite nous revient. Ce système d'interception repose en fait sur une vraie coopération bilatérale israélo-américaine. C'est ça la véritable réalité. Les Américains sont rentrés complètement dans le système avec les sociétés israéliennes comme Elta, comme Imprest. Le dôme de fer a été vendu en Inde, Singapour, Azerbaïdjan. Et c'est là où il y a un véritable problème pour Trump, c'est que les Israéliens sont en train de conquérir avec ce système des marchés extraordinaires, un chiffre d'affaires colossal. Et il est certain que les Américains se disent c'est dommage que nous n'ayons pas des revenus liés également au co-développement du dôme de fer. Alors, il faut savoir que les administrations américaines d'Obama à Trump ont injecté, et c'est là où je voulais presque terminer, j'ai un autre chiffre à donner, ils ont injecté plus de 1,3 milliard de dollars au dôme de fer, et qu'on le veuille ou non, 70% des intercepteurs sont fabriqués aux États-Unis par le géant de la défense Raytheon. Vous voyez, Américains et Israéliens travaillent bien main dans la main. Merci Daniel Rouach. Et nous allons dans cette revue de la presse israélienne de ce matin tenter de vous faire partager les sentiments particuliers qui animent l'État d'Israël depuis l'annonce hier de la découverte du corps de Ran Gvili, le dernier des otages détenus à Gaza. Les manchettes des quotidiens, les titres des sites d'information et des journaux télévisés sont ce matin tous consacrés à ce développement. Au retour au pays de la dépouille mortelle de celui qui fut un des héros du 7 octobre, le défenseur du kibbutz Alumim, le policier d'élite Ran Gvili. Son corps a été retrouvé par des soldats de Tzahal dans le cimetière musulman du quartier de Sadjaïeh à l'est de la ville de Gaza. C'est une unité de l'aumônerie militaire et de dentistes de Tzahal, épaulée par une unité d'élite du génie militaire qui a pu identifier le corps parmi des centaines d'autres. Et vous avez peut-être vu depuis hier des vidéos, ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où l'on voit des soldats israéliens aguerris qui pour certains ont participé après le 7 octobre à l'identification des corps des victimes des massacres dans le camp militaire de Shura à Ramleh et qui ont déjà vu l'horreur à l'état pur. Hier, certains de ces soldats ont fondu en larmes en comprenant qu'ils venaient de retrouver le corps du dernier otage assassiné encore détenu à Gaza après plus de 843 jours. Et on les voit chanter le Ani Ma'amin, l'hymne de la foi du peuple juif, avec le sentiment d'avoir accompli une véritable mission sacrée, d'avoir permis à Ran Gvili enfin de reposer en paix dans la terre d'Israël qu'il a si courageusement su défendre. Alors ce matin, la manchette la plus impressionnante, celle qui reflète le mieux les sentiments de tout un peuple, eh bien c'est celle du Yediot Aharonot. Le Yediot a en effet reproduit les photos des 255 otages qui ont été détenus par les terroristes du Hamas depuis le 7 octobre. Et au milieu de ces petites photos, une grande photo, celle de Ran Gvili en uniforme de la police. Et en sous-titre, on voit le fameux ruban jaune des prisonniers, Kulam Babaït, tous sont revenus à la maison. Titre le Yediot Aharonot ce matin. La manchette du Israël Hayom est également particulièrement émouvante. Elle nous montre une grande photo de la dépouille mortelle de Ran recouverte du drapeau d'Israël et portée par les soldats qui l'ont découverte.
Et en sous-titre, le journal écrit « Après avoir examiné 250 corps, les soldats ont identifié celui de Ran Gvili et un peuple entier a pu pousser un ouf de soulagement. Le général Eyal Zamir, chef d'état-major, a déclaré « Nous avons tenu notre promesse » et le Premier ministre Netanyahou a récité du haut de la tribune la bénédiction de Shehrianu, que l'on récite dans des circonstances de joie et de soulagement. Enfin, le Israël Hayom rappelle que désormais la seconde étape du plan Trump peut débuter. Le site Ynet, lui, a choisi dans sa page d'ouverture de rendre hommage à la famille Gvili qui, avec toujours beaucoup de courage et de dignité, a porté l'ultime combat de leur fils afin qu'il soit retrouvé et inhumé en Israël. Et justement, le Israël Hayom a choisi dès la page 2 de donner la parole à Talik et Itzik Gvili, les parents fiers et dignes de Ran. Dans cet éditorial, ils insistent sur un point. Ran aimait rassembler les gens. Il était inspiré par l'unité nationale et au cours des derniers mois, il a réussi à unifier toute la nation d'Israël. Itzik et Talik écrivent également que leur fierté d'avoir un fils qui est considéré comme un héros d'Israël domine sur leur douleur de l'avoir perdu le 7 octobre. Nous sommes comme le peuple d'Israël, forts et vivants. Merci à tous ceux qui ont aidé, qui nous ont donné des forces et en particulier merci aux soldats de Tzahal. La boucle est bouclée. Rani est rentré à la maison de cet endroit maudit. C'est un héros et nous, ses parents, sommes particulièrement fiers de lui. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin à propos du retour au pays de Ran Gvili ? Ils sont nombreux à s'exprimer ce matin et nous commencerons par ceux du Yediot Aharonot. Gadi Ezra écrit la phrase que tout Israël répète depuis hier en chœur avec Binyamin Netanyahou. Il n'y a plus d'otages israéliens à Gaza. On peut ressentir un véritable soulagement. De facto, la guerre qui a débuté le 7 octobre est terminée. Lior Ben-Ami écrit que hier, la société israélienne a bouclé une boucle et un peuple entier a pu retirer le fameux ruban jaune des otages qui nous a accompagnés depuis 2 ans et demi. Et il précise que dans les rangs des soldats combattants à Gaza, le retour des otages, morts ou vivants, a toujours été la priorité. Toujours dans le Yediot Aharonot, Avi Sakharov écrit qu'il faut savoir remercier aujourd'hui ceux qui méritent ces remerciements. Il s'agit, écrit-il, de ces gens de l'ombre qui n'ont cessé d'œuvrer pour que tous les otages puissent revenir à la maison, mais pas ceux qui se sont accaparés le crédit de leur libération. Quant à Ben Dror Yemini, il parle d'un instant d'espoir, et l'espoir pour lui, c'est que de même que le mouvement de protestation pour la libération des otages a réussi, le mouvement pour un Israël meilleur réussira lui aussi. Et puis il y a ce matin la caricature de Guy Mourad dans la page éditoriale du Yediot Aharonot qui est très expressive. On y voit une main terminant de poser des points de suture sur une plaie en forme de ruban de la liberté, le fameux ruban jaune des otages. Dans le Israël Hayom, on peut lire, outre les remerciements des parents de Ran, un éditorial de l'ex-otage Bar Kupperstein. Dans cet éditorial très émouvant, Bar écrit « Rani n'est pas resté à l'arrière, ni sur le terrain le 7 octobre, ni dans le souvenir collectif de notre pays. Le judaïsme nous enseigne le respect du mort et la nécessité de ne pas laisser un homme sans nom, sans lieu et de sépulture. C'est ce qu'Israël a fait hier avec Rani. » Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, écrit « Ran Gvili est rentré à la maison comme tous les otages vivants ou assassinés. Désormais, il faut que le pays entier puisse aussi rentrer à la maison, se restaurer et tenter de panser ses plaies. » C'est aussi ce qu'écrit Ariel Kahana qui parle de la famille Gvili. Nous n'oublierons pas le courage de Ran, la dignité de ses parents qui n'ont jamais cessé d'exprimer leur fierté. Et puis dans le Israël Hayom, le commandant Arkady Schuster, le supérieur hiérarchique de Ran Gvili à la police, lui rend hommage. C'est un héros et le 7 octobre, il nous a enseigné ce qu'était la bravoure d'un policier juif. Et puis pour terminer, le site N12 tente de nous projeter ce matin vers la seconde phase du plan Trump. Et le site nous présente les grands dossiers qui vont être débattus et peut-être résolus. En priorité, le désarmement du Hamas et la formation d'une force internationale, alors que sur le terrain, c'est le Hamas qui reste aux commandes dans la bande de Gaza. Il sera question aussi de l'ouverture du poste de Rafah, validé par Israël. Mais nous aurons largement le temps d'en reparler. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.
Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans ce studio Eva Sandler. Eva Sandler se bat. Eva, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être là avec nous, fidèle au poste, comme chaque année. On le voit derrière vous, l'affiche du gala pour le Bet Sandler, comme chaque année, à la même période, quasiment, c'est toujours à la même période. Et ce gala va se tenir à Paris, au Centre européen du judaïsme, dans le 17e arrondissement. Et bien entendu, comme chaque année, les bénéfices de ce gala iront au développement du Bet Sandler. Alors, c'est la 14e édition du gala. Alors, on prend chaque année des nouvelles de Bet Sandler. On voudrait que vous nous donniez un peu plus d'informations sur ce qui se passe au Bet Sandler et comment les choses se développent. Alors, donc voilà, c'est la 14e année, grâce à Dieu. Pendant les premières années, donc, quand moi j'ai commencé quand j'ai créé le Bet Sandler, c'était vraiment au début, tout au début après l'attentat, parce que je voulais créer une association à leur mémoire et faire des activités qui seraient à leur mémoire, de Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam. C'est qu'on aime les voir. Et donc pour le coup, donc j'ai créé le Bet Sandler. Donc ça a commencé avec un centre d'études pour hommes. Donc qui a pendant toutes ces années-là, on a formé des rabbins. On a fait un cycle d'études qui a formé des rabbins sur tous les niveaux. Dans le quartier de Kiryat Yovel à Jérusalem. À Kiryat Yovel à Jérusalem. On a formé des rabbins qui ont reçu qui ont passé les examens de la rabbanoute israélienne pour pouvoir devenir rabbin, dont certains sont déjà en poste, grâce à Dieu. Et donc là, le cycle est fini. On a renouvelé un nouveau cycle. Donc ça, c'est pour le côté centre d'études. Mm-hmm. On a renouvelé un nouveau cycle. Et si Dieu veut, voilà, on repart pour reformer encore d'autres rabbins. Alors, c'est des rabbins qui restent en Israël en général ou ils peuvent aussi exercer en France? Ils pourraient exercer en France, je ne dis pas non, mais voilà, tous ceux qui sont sortis de la promotion, de la dernière promotion, ont pris des postes ou pas, sans fonction, mais en Israël. Alors, et puis, Bet Sandler, c'est donc, aussi... le Bet Sandler, c'est aussi des activités pour les enfants. Parce que voilà, c'est ça, c'est les enfants, ça c'était important. Il fallait, à travers donc, ces activités, rappeler le souvenir de Arié, de Gabriel et Myriam. Voilà, en fait, je voulais essayer de faire des activités qui allaient, qui ciblaient en fait les victimes. Donc, le centre d'études, c'était par rapport à Jonathan, qui aimait étudier. Et les enfants, voilà, parce que c'est important pour moi que toutes les nouvelles générations, en fait, moi je veux conserver dans l'esprit des gens, vraiment dans le souvenir, et même pour les nouvelles générations. Donc en fait, pour moi, c'était important de faire également une activité pour les enfants, pour que les enfants et les nouvelles générations vont grandir en sachant qui étaient Jonathan, Arié, Gabriel, Sandler et Myriam Monsonego. Alors, ça s'est traduit par, on va dire, des activités régulières dans le quartier de Kiryat Yovel pour les enfants. Alors, tous les Shabbats après-midi, il y a des activités pour les enfants. Mais c'est le Shabbat après-midi, on a un peu plus difficile de pouvoir filmer ou de pouvoir oui, bien sûr. montrer. Mais en tout cas, voilà, tous les Shabbats après-midi. Et là, il y a également des activités à Hanouka ou bien pour les fêtes, des grosses activités. Et là, depuis quelques temps, depuis le début de l'année, on a pris en charge également un soutien scolaire pour les familles nécessiteuses ou bien les familles où les enfants ont besoin d'un soutien scolaire et qui n'ont pas forcément les moyens de payer des éducateurs. Donc un soutien scolaire pour les familles nécessiteuses. Alors tout cela, cette activité, elle pose une question, elle interpelle parce que justement, vous le disiez, vous vouliez rappeler le souvenir de Jonathan, le souvenir des enfants. Est-ce que vous avez, avec le temps, le sentiment que ce souvenir s'estompe un peu et qu'il faut rappeler qui ils étaient? Alors, juste avant de répondre à votre question, je vais d'abord continuer de citer les activités du Bet Sandler, oui. Parce qu'il y a également tout un pôle social. Un pôle social qui est donc des aides pour les familles nécessiteuses, donc à la veille des fêtes. Et évidemment, quand il y a des nécessités, des joies ou malheureusement des tristesses, et on essaie d'être présent pour les familles. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne les activités du Bet Sandler. Alors pour répondre à la question, est-ce que ça s'estompe?
Oui, quand je parle des gens, quand je me présente à des gens, tout le monde a la même réaction. Ouais, je me rappelais exactement ce que je faisais à ce moment-là, etc. Mais malheureusement, notre peuple, il a été touché par tellement d'autres drames depuis et heureusement peut-être pour tout le reste du monde, parce que nous, les familles, nous, ça reste dans notre chair, ça reste à l'intérieur de nous et on vit avec au quotidien et ça bouge pas et ça s'estompe pas. Mais par contre, pour le reste du monde, le fait qu'il y ait plusieurs, qu'on soit frappé à plusieurs reprises, forcément, il y a l'oubli et peut-être heureusement pour tout le monde, quoi, qui a un peu que finalement, Hachem, il a fait cette option d'oublier parce que ça s'estompe. Alors heureusement pour les gens qui ne vivent pas. Oui, bien entendu. Mais malheureusement pour nous qui sommes les familles et qui. Et malheureusement, effectivement, c'est-à-dire il faut peut-être, si on peut dire, partager la douleur parce que cette douleur au niveau du collectif d'Israël, cette douleur qui vous a touché à vous, mais qui a touché, on va dire, l'ensemble de la communauté au moment de l'attentat de Toulouse. Et aujourd'hui, elle touche aussi, bien entendu, après la guerre, il y a beaucoup de familles qui sont touchées à la fois par la perte de soldats, par les soldats blessés, etc. Et bien entendu, cette douleur, elle se partage. Mais comment on peut préserver justement donc ce souvenir, comment maintenir intact ce souvenir au-delà des difficultés, au-delà des enjeux de l'État d'Israël en particulier? Comment on fait pour préserver, vous personnellement? Moi, c'est le Beth Sandler, c'est un combat qui me tient beaucoup à cœur parce que, enfin, un combat, c'est une association qui me tient beaucoup à cœur parce que justement, ça me permet de maintenir le souvenir et la mémoire de mon mari, de mes enfants et de Myriam Monsonego. Donc pour moi, c'est vraiment très très important parce que je veux qu'on continue de savoir qui ils étaient. Je veux qu'on continue de garder en tête leur mémoire, leurs souvenirs, leurs noms. Enfin voilà, c'est très important pour moi. Et effectivement, c'est important. C'est-à-dire, il faut trouver la force, effectivement. La question que je voudrais vous poser maintenant, c'est que avec ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, on le voit, le judaïsme en France, il est impacté, bien entendu, par la guerre à Gaza, par les différents combats de l'État d'Israël. Vous avez-vous le sentiment qu'en France aujourd'hui, on vit une période qui est au moins aussi dure que celle que vous avez traversée en 2012 avec l'attentat qui a coûté la vie à vos proches, mais c'est-à-dire on est retombé dans une forme de banalisation du terrorisme, banalisation de la haine contre les Juifs? Grâce à Dieu, et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres attentats de cette ampleur en France. Ni contre des Juifs, ni contre personne d'ailleurs, plus d'attentats. Mais on l'a vu par exemple à Sydney il y a quelques semaines. C'est ce que j'allais dire. Mais par contre, malheureusement, ça se développe aussi dans d'autres pays. Ce n'est pas l'antisémitisme, il est que grandissant et il s'amplifie d'une manière qui dépasse l'entendement. Et ce n'est pas qu'en France, c'est vraiment de partout. Et c'est dur à voir. C'est dur. Alors, c'est terrible. Je voudrais terminer sur une note, on va dire, une note optimiste, parce que, on le sait, vous êtes remariés, vous avez des enfants de votre second mariage. On voudrait avoir des nouvelles, d'abord de Liora. Voilà, 15 ans. Qui a 15 ans aujourd'hui. 15 ans, grâce à Dieu. Ça va, elle va bien, au Hachem. Ça grandit, voilà. Et les enfants, alors on se pose toujours la question, d'où vous puisez cette force, Eva, de reconstruire, d'être toujours dans l'optimisme, en dépit des difficultés, en dépit des épreuves? Déjà, j'ai envie de dire que c'est le propre du peuple juif, c'est d'avoir cette force de construire, de faire le bien, d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on efface, ça ne veut pas dire le fait que ni que je me sois remariée, ni que j'ai eu d'autres enfants. À aucun moment, ça n'enlève la difficulté ou la douleur. Donc ça efface le souvenir des autres. Non, pas du tout. On continue avec. On continue avec ce souvenir, on avance. Et peut-être que cette force, j'ai envie de dire, c'est de me dire qu'on ne leur donne pas cette victoire. Ils nous ont anéantis, peut-être, enfin, ils nous ont brisés, mais ils ne nous ont pas achevés complètement. On se relève, on renaît de nos cendres, en fait. C'est le propre du peuple juif. Voilà.
et d'un peuple juif, comme c'est écrit dans les parachiotes de cette semaine, de ces dernières semaines. Le peuple juif, plus on l'éprouve, plus il se renforce, et c'est d'une certaine manière ce message que transmet, on va dire, à travers votre action, le Beth Sandler. Merci beaucoup, Eva, d'être venue à notre micro. Et on ne peut que appeler en particulier tous nos auditeurs, en particulier nos auditeurs en France, à venir participer donc mardi 3 février à 19h30 au Centre européen du judaïsme dans le 17e arrondissement, à ce gala, à la mémoire du Rav Jonathan Sandler, de Gabriel et Arié et de Myriam Mansonego, Zichronam Livracha. Merci beaucoup, Eva, d'être venue. Merci. Je peux me permettre juste de donner un numéro de téléphone pour les réservations. Donc 06 19 84 83 39. Voilà, pour ne pas oublier, participons au gala du Beth Sandler, gala annuel. Merci encore. Merci à vous. Si je vous dis Nouveau Manhattan de Jérusalem, qu'est-ce que vous voyez? Des tours, du mouvement, des bureaux, des cafés, des gens qui vivent, qui travaillent, qui se croisent. Eh bien, cette image, elle concerne aujourd'hui Talpiot, au sud de Jérusalem. Talpiot, pendant des années, c'était une zone d'activité, des hangars, des garages, des commerces de gros, un quartier utile, mais pas un quartier où l'on se projetait. Et aujourd'hui, la vision est totalement différente. Des tours de grande hauteur, des projets immobiliers majeurs, des logements, des bureaux, des centres commerciaux, des espaces publics, et on ne relève pas Talpiot, on le transforme en profondeur. Alors, pourquoi ce surnom de Manhattan? D'abord parce que ça monte vraiment des immeubles de plusieurs dizaines d'étages, ce qui reste rare à Jérusalem. Ensuite, parce que tout est pensé ensemble. On y habite, on y travaille, on y consomme, on s'y retrouve. C'est la ville dense, compacte, active, la ville des années 2030. Et pour ceux qui pensent à y vivre ou à investir, il y a un mot-clé, la connexion. Connexion au tramway, aux grands axes, à Baka, à Arnona, au centre-ville. Talpiot devient un véritable carrefour. Et en immobilier, quand un secteur est bien connecté, il attire. Et quand il attire, il se valorise. Bien sûr, cette transformation soulève des questions. Les prix, la densité, la circulation, le changement du visage du quartier, c'est le débat classique des grandes mutations urbaines. Mais c'est aussi le signe qu'un quartier change de statut. Aujourd'hui, Talpiot n'est plus seulement une zone d'activité, c'est un futur pôle urbain, économique, résidentiel, un quartier qui va compter dans la Jérusalem de demain. Alors, est-ce que Talpiot sera vraiment le Manhattan de Jérusalem? Peut-être que la comparaison est ambitieuse, mais ce qui est certain, c'est que le quartier est en train de changer de dimension. Et pour beaucoup de particuliers, la vraie question devient très simple. Est-ce qu'on attend de voir ou est-ce qu'on commence déjà à se projeter?